الله والصلاة والسلام على رسول الله. زملائي الأساتذة ومدراء المؤسسات وزميلاتي، plusieurs doctorats honoricis causa et il est professeur honoricis causa. Il a à son actif plus d'une dizaine de distinctions du prix Maurice Oda. La dernière de ces distinctions en 2017 est le prix allemand Conférence Goss. Il est aussi passionné par les araignées. En 2020, une nouvelle espèce d'araignée, Oraneomorphe, de la famille des Aranéidés, Araniella villani, est une organisation spécialiste et il a même fait une émission à la télévision Canal Algérie et il a aussi présidé un jury Maurice Audin à cette époque. 2 ans plus tard, en février, il participe à la rencontre Rama à Ouagbla. En 2020, en janvier, il anime au CERIST la journée scientifique et le professeur Farid Mankran de l'Université de Paris 8. Cédric Villani a toujours répondu avec abnégation et sans une hésitation à toutes les sollicitations pour semer la mathématique. Personnalité majeure de la mathématique moderne qui, en plus d'être un chercheur hors pair et un enseignant engagé, sa personne porte en elle les valeurs de rigueur. Dernièrement, en 2018, avec un document de 235 pages. Il est aussi un homme politique engagé. Nous nous retrouvons aujourd'hui. La forme des taches du pelage sur un léopard. Comment est-ce que ça s'organise et comment on plonge dans le monde de la mathématique? Une carrière exceptionnelle, fascinante. Paradoxalement que Alan Turing, c'était l'un des héros que j'avais mis sur ma première page web en 2003, quand j'avais recensé la petite liste de mes héros, aux côtés de Boltzmann, de Maxwell, ou encore de Mark Katz, ou de Claude Shannon. Et puis, Alan Turing, aussi un scientifique engagé dans son temps, si mal récompensé par la société puisqu'il a été condamné. Est-ce qu'il existe un nombre qui, élevé au carré, donne 2? Ce nombre positif, je l'appellerai racine carrée de 2. Et en mathématiques, je vais démontrer que ce nombre existe et unique, vous êtes content, je l'appelle racine de 2. Si vous voulez maintenant faire le calcul, vous avez besoin d'une recette pour le calcul, comme une recette de cuisine. Il ne vous suffit pas de savoir qu'il existe un plat appelé, je ne sais pas moi, la salade niçoise. Ici dans ma famille, Jucan, Gérard Berry, tenez, Gérard Berry, je le connais bien, un des grands noms à l'INRIA de la science de la sûreté en informatique. Comment est-ce qu'on fait, ou qui pilote votre voiture, il est sûr que dans la partie cœur du programme, il n'y a pas de bug. Peut-être qu'il y a une théorie mathématique qui va vous parler de quelque chose, mais ensuite vérifier. Et si ça appartient alors par définition, il ne doit pas s'appartenir au XXe siècle, que finalement, les concepts d'ensemble, de construction d'ensemble, pour utiliser sans y réfléchir, ils avaient une contradiction interne. Est-ce que tout l'édifice allait s'écrouler? Il a fallu longtemps à la mathématique pour se remettre de cette attaque, de ce tremblement de terre. Je vous recommande un ouvrage passionnant qui s'appelle Logicomix, dans lequel Russell est l'un des personnages principaux, et qui parle de cette période de plusieurs décennies pendant laquelle vaillamment les mathématiciens ont lutté pour reconstruire quelque chose qui fonctionne, une axiomatique qui marche. Avec cet ouvrage, Russell et Whitehead, ils ont passé des années, ils ont publié à compte d'auteur des Principia Mathematica avant de conclure au bout de plusieurs centaines de pages, et donc 1 plus 1 est bien égal à 2. Vous vous rendez compte le genre de délire dans lequel on s'est lancé à cette époque-là? Et on se demandait qu'est-ce que ça veut dire une preuve. Se sont engouffrés là-dedans des gens comme Kurt Gödel, le plus grand logicien de tous les temps, celui qui a démontré que, quelle que soit l'axiomatique qu'on se donne, il existe toujours des énoncés vrais qui sont impossibles à démontrer. Alors ça veut dire quoi une preuve? On croyait que, précisément, les énoncés vrais, c'était ceux qu'on pouvait démontrer en mathématiques. Non. Il y a des énoncés vrais qui étaient impossibles de démontrer. Ce genre de branle-bas de combat, de tremblement de terre dans l'histoire mathématique, ça aurait pu être juste quelque chose d'anecdotique ou juste quelque chose de théorique. Mais non, c'est bien là-dedans qu'ont trouvé leur inspiration ceux qui ont fondé l'informatique. Les Turing, les Gödel, comme je vous disais, Feynman dans la suite, Alan Turing, il est très clairement là-dedans, se demandant, à la suite de Gödel,
qu'est-ce que c'est qu'un énoncé démontrable et est-ce que je peux déterminer qu'un énoncé est démontrable. Et là, on retrouve cette dialectique entre mathématiques et informatique. En mathématiques, vous demandez est-ce que quelque chose est vrai ou faux, est-ce que je peux le prouver. En informatique, vous demandez comment je peux le démontrer, comment je peux construire cet objet. Et ce qui vous intéresse, c'est la complexité de la construction. Et combien de temps il va falloir pour vérifier ce que c'est ou pour arriver à faire le calcul. D'un côté, c'est vrai ou faux, de l'autre côté, c'est combien c'est difficile de le calculer. Et c'est là qu'on a ces liens privilégiés entre mathématiques et informatique. C'est les fondations, c'est le démarrage, quelque part entre 1900 et 1950. Mais ensuite, les liens entre mathématiques et informatique n'ont fait que se renforcer. Tenez, je prends ici Jacques Lyons, l'un des grands mathématiciens du XXe siècle, spécialiste d'équations dérivées partielles, mais aussi l'un des fondateurs d'INRIA, l'un de ceux qui ont développé le CNES, le Centre national des études spatiales, l'un de ceux qui ont le plus montré comment mathématiciens et informaticiens devaient travailler de pair pour trouver les bons algorithmes informatiques qui permettraient de résoudre les équations mathématiques. Et comment les mathématiciens mettraient au point les méthodes de calcul rapide, comment les mathématiciens trouveraient les bonnes façons de faire ces calculs, l'analyse numérique, comme on a dit. Quand je me suis lancé en mathématiques, j'ai suivi les cours de DEA d'analyse numérique à l'Université Paris 6, dans ce qui est devenu ensuite le laboratoire Jacques Lyons, et ça faisait partie des calculs, des cours que nous avions. Quelle était la bonne façon de formuler mathématiquement un problème pour que l'informatique puisse s'en emparer. C'est une grande histoire. Je vais souligner qu'elle a aussi eu des retombées dans l'autre sens. Comment, à partir de concepts informatiques, on a pu faire de nouvelles démonstrations mathématiques. C'est l'exemple d'Ingrid Dolchis, mathématicienne belge, ancienne présidente de l'Union mathématique internationale, que je côtoie régulièrement aussi, l'une des grandes prêtresses de la théorie des ondes nettes, une théorie qui a été inventée pour faire des calculs plus rapidement, plus précisément, pour perfectionner l'analyse des Fourier dans la mise au point de méthodes de calcul, mais une théorie qui s'est avérée aussi d'une puissance incroyable dans des problèmes d'analyse, dans des problèmes de mathématiques théoriques. Parce que, évidemment, quand on recherche comment calculer les choses rapidement, on tombe parfois sur des méthodes qui nous permettent de comprendre mathématiquement plus rapidement. La troisième famille, c'est les machines, les composants. Une aventure extraordinaire, marquée par ce moment extrêmement particulier, ce qui fait en 1947-1948, la découverte du transistor, sur laquelle est basé ensuite tout le développement de l'informatique. Et une aventure dans laquelle on retrouve les experts d'architecture, John von Neumann, un grand mot, bien sûr, grand mot d'histoire mathématique aussi, avec la théorie du jeu, tout ce que vous voulez. Gordon Moore, celui de la fameuse loi qui a guidé pendant des décennies l'augmentation des performances des machines électroniques, des circuits intégrés, tout ça. Seymour Cray, qui a été son nom au Cray, les ordinateurs les plus célèbres de l'histoire du calcul intensif. Eddie Labarre, l'histoire de calcul, d'encodage, et qui a été à l'origine de certaines des méthodes de communication qu'on utilise maintenant, etc., etc. La réalisation de ces machines informatique, en soi, c'est toute une aventure extraordinaire. Elle se poursuit de nos jours avec des développements aussi étonnants et contre-intuitifs que l'aventure de l'ordinateur quantique et beaucoup d'autres choses qui essayent d'aller chercher les derniers retranchements de la physique pour augmenter les performances de calcul. On est ici sur quelque chose d'extrêmement concret, pratique. On a l'habitude de dire que l'informatique, c'est une science dématérialisée, abstraite. Mais en fait, derrière, il y a des choses extrêmement matérielles et aussi des gros enjeux de construction, de fabrication, d'extraction, de mines, des enjeux sur les ressources, des enjeux sur l'environnement, par ailleurs, parce que le recyclage de ces composantes est aujourd'hui un défi considérable, des enjeux éthiques, parce qu'une partie du matériel qui est inclus dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables, une partie des composants électroniques est produit dans des conditions qui sont proches de l'esclavage, absolument inacceptables. Bref, c'est tout un nouveau secteur de construction industrielle de l'humanité qui s'est lancé à partir du XXe siècle. C'est jamais des systèmes
réseaux. Et on commence avec un autre personnage légendaire du XXe siècle, un peu l'alter ego américain d'Alan Turing, Claude Shannon. Jongleur, mathématicien de génie, un peu fantasque, extravagant, l'inventeur de la théorie de l'information, le premier à avoir eu la perception de ce que serait le monde plus tard, aujourd'hui. Un monde basé sur les échanges d'informations, sur le codage, sur le décodage, sur la façon dont on pouvait envoyer le maximum d'informations à travers des canaux, et dont on transformerait cette information. Là encore, un profil qui est absolument à la jonction entre mathématiques et informatique. Et on retrouve des théorèmes de Shannon dans plusieurs branches de l'informatique et de la mathématique. Aujourd'hui, l'informatique, c'est pas seulement des théorèmes, des algorithmes et des machines, ce sont aussi des réseaux, des grands réseaux, des grandes architectures qui forment la colonne vertébrale des réseaux mondiaux de l'informatique. Ces grandes architectures qui ont été à un moment le problème des communications téléphoniques, puis qui ont été le problème des communications Internet, les grands câbles sous-marins constituent cet enjeu majeur. Dans toute cette aventure des réseaux, un autre nom de légende, Alexander Graham Bell, non seulement associé à l'invention du téléphone, mais aussi au Bell Labs, peut-être l'entreprise la plus innovante de tous les temps, à qui on doit tant d'inventions, y compris la théorie de l'information, puisque Shannon travaillait pour eux, mais aussi les transistors, certains langages d'informatique modernes parmi les plus importants, comme le langage C, les premiers grands câbles transatlantiques de communication téléphonique, etc., etc. Une aventure qui était caractérisée par une vision, celle d'un monde dans laquelle chacune sur la planète pourrait être mis en relation instantanément, avec fidélité, avec quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète éventuellement. Un rêve qui a été achevé seulement partiellement, parce qu'aujourd'hui nous avons certes la communication instantanée et universelle, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, et l'accessibilité ces dernières années a primé très nettement sur la qualité. Mais c'était le début d'un nouveau monde, un monde dans lequel les échanges d'informations ont été révolutionnaires, dans lequel la pratique scientifique a été révolutionnée. Tous les ouvrages que j'ai pu écrire en tant que mathématicien se sont inspirés de ces transferts d'informations à travers les grandes bases de données, à travers la possibilité de communiquer instantanément avec des mathématiciens à travers le monde, des centaines de mathématiciens pour certains des ouvrages, et en ce sens, ma pratique de mathématicien s'inscrit dans ce siècle, dans ces décennies, dans ce 21e siècle de la communication universelle et de ces grandes bases de données. Aujourd'hui, pour n'importe quelle entreprise, il faut s'appuyer sur ces grandes bases de données, sur ces grandes infrastructures. Ça vaut aussi pour vous. Aujourd'hui, dans n'importe quel projet pédagogique, y compris ce projet pédagogique et scientifique porté par Hassan et ses collègues, il y a besoin d'être connecté au reste du monde, d'avoir les abonnements, les accès aux bases de données, la connexion à haut débit pour que l'information puisse affluer, qu'elle puisse être transformée, qu'elle puisse nourrir les projets. La famille suivante, sécurité et confidentialité. C'est pas nouveau cette idée qu'on peut utiliser des recettes mathématiques pour encrypter les messages secrets. Il y a des techniques qui sont associées à des grands noms de l'Antiquité, Jules César, Al-Kindi, et c'est une actualité aujourd'hui plus que jamais. À l'époque où tous les jours se posent des questions dans l'espace public sur la confidentialité des données personnelles, sur la sécurité du chiffrement, sur les messages décryptés comme télégramme, comme signal, sur la façon dont les transactions sur Internet sont sécurisées, avec des méthodes mathématiques d'encryptage qui ont joué un rôle majeur dans le développement de l'Internet d'ailleurs. Je pense à la méthode RSA, Rives, Shamir, Aneman. Mais il y en a bien d'autres. C'est un domaine, la sécurité des communications, dans lequel, là encore, la mathématique, avec ses recettes,
ces transformations se renouvellent sans arrêt. Les débats sur l'architecture centralisée ou décentralisée, les algorithmes et les recettes mathématiques qui sont utilisées, mais aussi le matériel informatique, y compris les techniques qui se développeront dans peu de temps, qu'on appelle les cryptographies quantiques, qui ont déjà commencé à être expérimentales, dans lesquelles on utilisera certaines propriétés quantiques fondamentales pour encrypter un message d'une façon parfaitement inviolable. Imaginez une sorte d'antenne qui émet des particules correspondant soit à 0, soit à 1, on peut toujours s'y ramener, deux paires de particules émises de telle façon que on peut déchiffrer le message à une extrémité que s'il arrive de la même façon à l'autre extrémité, toute interception se traduisant par une annulation du signal. La méthode de cryptographie est révélée. Elle ne peut arriver au destinataire que si on sait qu'elle n'a pas été interceptée. Ça fait rêver. Ça inquiète beaucoup certains, qui disent aussi qu'un pays qui serait le premier à maîtriser ces technologies de cryptographie quantique prendrait un avantage sur les autres avec la possibilité d'avoir des communications parfaitement inviolables, impossibles à écouter. En tout cas, ce qui est certain, la cryptographie a encore de beaux jours devant elle. Les techniques les plus sophistiquées, aussi bien de la mathématique que de l'informatique, continuent à y participer. Et on arrive à une famille qui est chargée de tellement de connotations, tellement d'imaginaire, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, quand j'étais adolescent, j'ai découverte dans les ouvrages de Douglas Hofstadter. Le premier à avoir fait une recension grand public, disons pour un public intéressé aux sciences, de cette belle biographie de Alan Turing qui venait de sortir dans les années 80, Alan Turing, The Enigma, biographie d'Andrew Rogers. Et que ce soit dans les écrits d'Alan Turing, ou dans la biographie d'Andrew Rogers, ou dans les écrits de vulgarisation de Douglas Hofstadter, l'intelligence artificielle c'était relié à la notion de preuve, à la conscience, au vrai et au faux, à ce que c'est que l'intelligence humaine. Depuis, le but a beaucoup changé. Il ne s'agit plus de faire quelque chose qui mime l'intelligence humaine, il s'agit de réaliser des tâches complexes, des tâches qu'on aurait cru réservées aux humains, mais qui en fait finalement peuvent être accomplies par des algorithmes. Des algorithmes, tout ce qu'il y a de plus bête, des algorithmes pensés de façon maligne, ou pas tant que ça d'ailleurs, mais sans compréhension des enjeux. Des algorithmes qui peuvent faire quelque chose, conduire une voiture de façon automatique dans bien des situations, reconnaître automatiquement sur une radio s'il y a un cancer ou pas, ou encore détecter une maladie sur l'image d'un arbre, d'une plante, ou encore faire une traduction automatique, aller de l'arabe en chinois et réciproquement. Toutes sortes de tâches qui finalement ont été données à la machine, à l'algorithme, avec un certain nombre de techniques développées avec plus ou moins de succès pendant des décennies, qui sont accélérées récemment. Des techniques telles que les réseaux de neurones, auxquels il y a 20 ans personne ne croyait ou presque, et qui finalement sont avérées être les techniques les plus efficaces pour faire de l'intelligence artificielle dans bien des cas. Voici Yann Lequin, chercheur français en intelligence artificielle, le plus célèbre des chercheurs français en intelligence artificielle, et qui a reçu les plus grandes récompenses avec ses collègues Geoff Hinton et Joshua Bengio. C'est justement l'un de ceux qui croyaient aux réseaux de neurones et qui les ont réhabilités. Un neurone, il faut s'imaginer que c'est comme une sorte de nœud dans votre réseau informatique. Il reçoit des informations qui viennent d'autres nœuds, il les combine, il leur applique une transformation mathématique simple, il intègre ces signaux, il ajoute des fonctions non linéaires simples de ces signaux, et la renvoie vers un autre neurone, un peu comme ça se passe dans les neurones, dans notre cerveau. Mais
selon un fonctionnement qui est bien plus réglementé et aussi bien plus simple que ce qui se passe dans les neurones de nos cerveaux. Et avec ces réseaux de neurones, on arrive à reconnaître des images, voir si sur une image, c'est un éléphant ou un dromadaire ou un visage humain. Reconnaître ce visage automatiquement à partir de bandes d'images, même s'il n'est pas exactement sous l'angle qu'on croyait, et ainsi de suite. Des techniques qui peuvent être très puissantes pour développer la médecine du futur, peuvent être aussi très inquiétantes s'il s'agit de reconnaître automatiquement qui et où est mené dans une société de surveillance généralisée. C'est tout un domaine d'intelligence artificielle dont je me suis emparé pour un rapport remis au gouvernement en mars 2018 et qui parlait aussi bien des applications d'intelligence artificielle en médecine, en transport, en défense ou encore dans les sciences de l'environnement, en matière d'amélioration de l'environnement, mais aussi dans les questions d'éthique, dans l'apprentissage et la transmission du savoir-faire en intelligence artificielle, dans la façon de travailler pour mettre en valeur nos chercheurs, nos chercheuses, la façon d'éviter la fuite des cerveaux, comment les retenir pour éviter qu'ils ne partent à l'étranger, comment leur donner le bon environnement dans lequel ils pourront s'épanouir, des moyens à la hauteur des enjeux, comment aussi les impliquer dans une démarche qui les rende fiers, une démarche où ils sont heureux de travailler pour un projet au service de leur nation, au service de leur société, et pas simplement pour permettre à telle ou telle entreprise de s'enrichir. Des grands enjeux informatiques et mathématiques, mais aussi, c'est la grande nouveauté, des grands enjeux de société qui s'imposent à tout le monde, des politiques, des décideurs, aux citoyens. La dernière famille, on va commencer à oublier, mais elle est très importante, interaction homme-machine. Faire les bonnes machines, les bons algorithmes, c'est vital, mais si vous ne réfléchissez pas à l'interface avec les humains, ce sont des produits qui ne se vendent pas, qui n'arrivent pas à leur objectif d'ergonomie, d'efficacité, ou ce sont des algorithmes qui ne sont pas utilisés de façon optimale, avec des humains qui gênent les algorithmes et qui n'ont pas les bonnes performances. L'ancien champion d'échecs, Garry Kasparov, répète souvent dans ses conférences, quand on a organisé des tournois mixtes entre les humains et les algorithmes, les ordinateurs, entre parenthèses, l'histoire de l'informatique est traversée par cette idée du jeu d'échecs. Ça a fasciné Alan Turing, ça a été l'un des grands programmes d'IBM de fabriquer l'ordinateur qui pourrait aider les meilleurs joueurs du monde d'échecs. Eh bien, Kasparov nous dit, ceux qui ont gagné dans le tournoi, ce n'étaient pas les meilleurs humains ni les meilleures machines, c'était les équipes dans lesquelles le lien, l'interface entre humain et machine était la mieux pensée, la plus efficace. Et ça, c'est une règle générale. Quand on regarde comment les bons algorithmes d'IA fonctionnent dans la relation de travail, comment est-ce qu'elles vont aider une entreprise, une industrie, comment est-ce qu'elles vont aider à la production de telle ou telle chose, comment elles vont aider les contrôleurs aériens à mieux réaliser le contrôle des avions dans les airs, etc., etc. C'est souvent cette relation qu'il faut mettre en avant. Parmi les personnages qui sont ici représentés dans le 4, il y en a deux pour qui j'ai une tendresse particulière. Jean-Marie Hulot, l'un des concepteurs du smartphone. Nous l'avions invité il y a quelques années au ciné-club de l'Institut Henri Poincaré. Notre ciné-club s'appelait Univers Convergent et nous l'avions monté avec un cinéma du 5e arrondissement parisien, grande action, pour pouvoir discuter de science avec des experts en réaction à un film qui se permettait de donner un prétexte pour parler de science. Et c'était ce film sur Steve Jobs qu'on avait passé, un film qui lui rendait hommage, et Jean-Marie Hulot, qui était un des proches de Steve Jobs, qui avait très bien connu, qui avait joué un rôle crucial dans le développement du smartphone, nous avait parlé non seulement de cette aventure-là, mais aussi de ses aventures, de cette façon dont il avait exploré le monde de façon extrêmement aventurière et dans sa quête de savoir, de rencontre avec la culture et aussi de développement d'innovation. Il fallait des personnages pionniers, des personnages passionnés précisément par les humains pour développer ces outils d'interface homme-machine.
Et l'autre dont je vais parler, c'est Marie-Paule Kenny, qui fut ma tutrice à l'école normale supérieure au début des années 90 et qui est aujourd'hui une des expertes mondialement reconnues, les plus reconnues dans le monde, en ce qui concerne le travail sur l'image, la création d'images, la réalité virtuelle et augmentée, les plateformes comme la plateforme Unity qui donne un ensemble d'outils et de langage pour développer la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et qui a travaillé sur la façon de mettre en mathématiques, en informatique, donner à la main de chacun, de chacune des outils pour créer des univers visuels, pour que la révolution actuelle de l'informatique, de la synthèse numérique, de la création, ne soit pas réservée aux auteurs de dessins d'animation, aux communicants, mais que chacun, chacune puisse se l'approprier et que les artistes puissent créer leurs propres univers. C'est un profil qui nous rappelle à quel point la mathématique, l'informatique, ça ouvre vers toutes les autres disciplines, vers tous les autres champs de la culture et des savoir-faire humains. Et c'est ce genre de choses qu'il faut avoir en tête quand on lance un nouveau projet pédagogique en matière de mathématiques et d'informatique. Il ne s'agit pas seulement de former des mathématiciens, des informaticiennes, il s'agit aussi de participer à tout le tissu culturel, productif, économique qui fera vivre la société. C'est bien pour ça que le projet dans lequel j'ai aussi aujourd'hui été invité par mes amis Hassan Belbachir et Abdel Rafid Moukran, c'est un projet capital, participant à faire aller de l'avant toute la société, à entraîner toute la société au travers de la pédagogie, au travers de l'instruction scientifique, autour de ces thèmes fédérateurs, fondateurs, fondamentaux que sont la mathématique et sa sœur informatique. À ce projet, je souhaite le meilleur avenir à toutes celles, tous ceux qui sont impliqués dedans. Je souhaite des grandes, belles découvertes. Et je vous remercie. Cette conférence exceptionnelle. Avant de passer aux questions, je tiens à m'excuser auprès du ministre de la Numérisation et des Statistiques que j'ai oublié tout à l'heure de citer, je m'en excuse. Donc, si vous avez des questions, Cédric Villani est en ligne qui pourra répondre à 2 ou 3 de vos questions. Voilà. Cédric, tu m'entends? Oui. Merci. Donc on va prendre 1 ou 2 questions et je te prierai de répondre. Merci beaucoup Cédric pour ta patience. Merci Cédric pour cette brillante conférence dans laquelle donc, tu as mis le lien entre les mathématiques et l'informatique, et ce sont 2 sœurs. À travers aussi les grands savants qui ont donc été derrière ces grandes disciplines comme Alan Turing, comme Shannon, etc., qui étaient à la fois des mathématiciens et des informaticiens. Je voudrais simplement vous dire qu'en Algérie, comme vous connaissez bien, nous avons donc la filière MI, dans laquelle il y a donc des étudiants qui voudraient faire à la fois l'informatique et les mathématiques. Mais après, si vous voulez, une année commune, vous avez beaucoup d'étudiants, la plupart qui vont vers la filière informatique, parce que c'est leur choix, c'est leur temps, mais les filières de mathématiques sont complètement, presque désertées. Est-ce que vous pouvez justement dire quelques mots à nos étudiants sur l'importance justement de cette filière et ses grands enjeux pour l'avenir? Merci, Cédric. Professeur, vous présentez. Je me présente.
Alors c'est Moulay Mohamed Saïd, professeur à l'université HB, et nous avons eu l'occasion de se rencontrer ici en Algérie. Merci. Je réponds tout de suite. S'il te plaît, oui. Il faut bien voir que aujourd'hui, une mission tire du beau, avec elle, la seule qui psychologie et beaucoup de sciences qui sont en expliquant. Dans l'informatique, il y a de nombreux enjeux. Il y a des branches qui sont très informatiques, bien informatiques, et à programme, aux différents langages, au système, au panel, à la calcul. Et il y a des branches qui sont très mathématiques. L'intelligence artificielle est vraiment une mathématique, non juste de mathématiques que d'informatique. Et d'ailleurs, c'est là-dedans que beaucoup de nos mathématiques aspirent. Et c'est une raison pour laquelle, même quand on se destine, on va être du côté de l'informatique, il y a un grand avantage à avoir très libre et de quoi il est question. Facile. Commencer dans la partie théorique et d'aller ensuite vers les applications, au contraire. Pourquoi il est très important que l'informatique, il y ait des mélanges vrais d'étudiants, des filières mathématiques et en filière informatique. Disons, on a tous les goûts dans les. Merci Cédric. Allez-y, présentez-vous avant, s'il vous plaît. C'est Mustafa Bouloubi de l'Université d'Alger 3, donc professeur d'économie. Alors, Monsieur Cédric, vous avez parlé, il y avait le phénomène quantique à 2 reprises. Vous avez parlé de l'ordinateur quantique, vous avez parlé aussi de la cryptologie quantique. Moi, j'ai entendu une autre expression donc, du phénomène quantique, c'est l'informatique quantique. Et il nous semble qu'avec l'informatique quantique, c'est carrément un autre paradigme qui va voir le jour. Cet autre paradigme, j'ai entendu exactement l'inverse, c'est-à-dire dans lequel où on ne pourra plus coder et que tous les codes vont être décryptés. Il y a peut-être la cryptologie quantique qui va peut-être faire face à cette situation-là. Pourquoi ? Et je voudrais bien avoir votre avis là-dessus, c'est qu'avec l'informatique quantique, la base, ce n'est plus le 0 et le 1 uniquement de bits, mais le 0 et le 1 et tout ce qu'il y a entre le 0 et le 1. Ça veut dire une infinité. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à l'intelligence artificielle avec uniquement 0 et 1 et toutes les possibilités, pratiquement une infinité de possibilités qu'on peut construire juste avec le 0 et le 1, que pourrait-on faire demain et quelle serait cette société de demain de votre point de vue, par exemple, quand on aura une infinité d'infinité de possibilités, parce qu'entre le 0 et le 1, il y a aussi cette infinité de possibilités. Comment serait alors cette société avec les êtres humains et leur relation avec les objets connectés et avec la machine? Parce que dans ces relations-là, les choses que peut-être aujourd'hui les mathématiques et l'algorithmie n'arrivent pas à résoudre, c'est au fait dans cet échange d'informations pour lequel on a résolu juste uniquement le volume, mais quand ça sera des échanges entre êtres humains, est-ce que l'échange entre êtres humains et machines, même objets connectés, est-ce qu'on va porter tous des objets connectés avec lesquels, qui seront nos amis, avec lesquels on va échanger la même chaleur, etc. Donc voilà votre vue sur ces sociétés de demain, comme Shannon l'a vu hier pour aujourd'hui. Et je vous remercie. Alors, en ce qui concerne l'informatique quantique, je vous renvoie à une série de notes de logiciels
parlementaire scientifique que j'ai présenté moi-même au Parlement, il faut distinguer l'informatique quantique, l'ordinateur quantique, la cryptographie quantique. Ce sont, si on veut, trois choses différentes. D'abord, informatique quantique et ordinateur quantique, je dirais, sont les deux faces de ce qui sera l'informatique quantique opérationnelle. L'ordinateur quantique, c'est un système dans lequel on utilisera les propriétés de la physique quantique pour accélérer certaines opérations. La question majeure n'est pas tellement qu'on ait des valeurs entre 0 et 1, c'est plutôt qu'on puisse faire plusieurs calculs à la fois, grâce au principe de superposition quantique des états, qui permet donc de gérer tous ces calculs à la fois comme une combinaison électron-réaction sur une combinaison linéaire de vecteurs. Et on ne sait pas encore quelle est l'architecture quantique qui sera la meilleure pour faire cela. Il y a plusieurs systèmes dans le monde qui sont en concurrence pour tâcher d'y arriver. Aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est vraiment opérationnel. Il n'y a pas aujourd'hui d'ordinateur quantique. Il y a des précurseurs, des sortes de bébés modèles, des prototypes. Et puis il y a la programmation quantique, qui elle, c'est une méthode de programmation qui tire en partie de cette structure quantique pour réaliser certains programmes. Il y a bien sûr de la programmation qui se fait avec des langages qui sont intellectuels, mais c'est aussi une forme d'algorithmique. Le plus célèbre de ces algorithmes quantiques, c'est l'algorithme de Shor, qui sait effectuer la factorisation sur l'ordinateur quantique quand il existera, qui sait donc effectuer la factorisation des très très grands nombres, cassant donc ce problème de factorisation qui est à la base de beaucoup de systèmes de sécurité. Donc ça, c'est l'enjeu de l'informatique quantique, permettant de résoudre de façon très rapide certains types de problèmes. Problèmes avec une grande complexité combinatoire, par exemple. Il y a consensus que, dans l'avenir, l'ordinateur quantique ne va certainement pas remplacer l'ordinateur classique, mais plutôt venir en renfort. Et que sans doute, il y aura les ordinateurs classiques avec CPU, mais aussi les ordinateurs graphiques avec les GPU, les unités graphiques, celles qui servent dans les réseaux de neurones, dans l'intelligence artificielle, et aussi les ordinateurs quantiques. Tout cela sera en renfort les uns des autres, en coordination. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui, elle, est plutôt plus simple, devrait être mise au point avant l'informatique quantique. Utiliser les propriétés quantiques de certaines paires de particules corrélées pour transmettre des messages avec une sécurité totale, quelque chose d'assez incroyable. Et ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, au contraire, c'est complètement différent, c'est créer des codes qui résisteront aux ordinateurs quantiques. Par exemple, des codes qui ne seront pas des types de sécurité qui ne seront pas basés sur la factorisation de très grands nombres, parce que cette factorisation est un problème qui peut se résoudre, sans doute assez rapidement, avec un ordinateur quantique. Donc, malgré l'apparence, cryptographie quantique, cryptographie post-quantique sont des choses très différentes. Cryptographie post-quantique, ça peut aussi se programmer sur des ordinateurs classiques. Cryptographie quantique, ça n'a pas besoin d'ordinateur quantique. Et donc, on voit un ensemble de techniques et de technologies liées à la physique quantique qui sont en train d'émerger. Et je vous renvoie à ces notes de l'Office parlementaire scientifique pour vous en dire davantage. Cela fait partie des pistes de recherche de moyen et long terme qui sont extrêmement motivantes. Merci Cédric. On peut rajouter une question. Donc il y a, apparemment je peux encore demander une question dans le public. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Donc je vous prie de... Donc on va vous ramener le micro. Et vous vous présentez avant de poser votre question, s'il vous plaît. Ok, merci. Bonjour Cédric, merci pour la présentation très intéressante. Je me présente, oui, je m'approche. Ok, c'est Lamine Kafi,
Je suis directeur des réseaux et de la numérisation au ministère et aussi chef du laboratoire d'intelligence artificielle à l'Université de Loyola. Ma question est simple. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Vous nous parlez de ça. Quel est le lien, d'après vous, entre ce que vous avez présenté et le thème général, ou quel est le message que vous voulez nous transmettre? Merci. Même si l'informatique est une discipline qui aujourd'hui tient le haut du pavé et dont on parle sans cesse à travers les réalisations des smartphones, les actions des très grandes entreprises, les très grandes multinationales de l'informatique, à travers les réalisations d'intelligence artificielle, d'une part, ce n'est pas quelque chose de radicalement nouveau, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une histoire qui a des siècles, voire des millénaires. D'autre part, ce n'est pas quelque chose qui se retrouve séparé, distinct de la mathématique. Au contraire, en intelligence artificielle, on a une convergence entre informatique et mathématique. D'ailleurs, certains des travaux que j'ai réalisés en mathématiques se sont retrouvés aussi au cœur de questions liées à l'intelligence artificielle. Sans aller dans les détails techniques, je pense au lien entre l'apprentissage adversarial et le transport optimal de mesures, la théorie de dualité de Monge-Rotowicz. C'est un exemple auquel j'ai été confronté personnellement. Un exemple qui nous montre bien qu'il y a cette grande proximité, grande interaction entre mathématiques et informatique qu'il ne faut jamais oublier. On aurait tendance à oublier certains mathématiciens et certains informaticiens eux-mêmes insistent sur la différence qu'il y a entre leurs deux disciplines. Et oui, cette différence elle existe, mais quand on prend un peu de recul, on voit qu'il y a une grande proximité et une interaction féconde, sans cesse renouvelée entre les deux disciplines. Et l'importance d'une formation et de formation qui aille sur ces deux tableaux de façon conjointe. Cela est le message principal. Ce qui nous amène à la fin de cette série de questions. Nous te remercions infiniment, Cédric, pour ta disponibilité et ta gentillesse, sachant que ton emploi du temps est très chargé, surtout avec ton engagement politique. Merci beaucoup et à une autre occasion, Cédric. Merci très très fort. Soit industriel ou par exemple agricole. Dans le cadre d'un autre projet financé par la DGSEP de référentiel minier, donc on a une autre application. Donc cette application comporte l'ensemble des richesses minières sur le territoire national réparties par région, sud, nord, est et ouest. Donc il suffit de cliquer et savoir ce qui existe dans notre... Voilà, donc pour lutter contre la pandémie, nous avons développé une application mobile de traçage numérique. Donc l'objectif, c'est d'identifier chaque personne de la population avec un code QR et deuxièmement de tracer les déplacements de ces personnes-là. Donc dans le cas d'une contamination par la COVID-19, donc, tous les contacts qui sont identifiés rapidement, efficacement, ils vont être avertis à temps du risque de contamination. Le procédé conventionnel, oui, c'est le centre de
géothermique. Voilà. هذا شيء جيوترمي. مركز تنمية الطاقات المتجددة سيد الوزير هو مركز تنمية الطاقات المتجددة يعني حاليا راه قام بتصميم أرضية هذه الأرضية تعمل جميع الطاقات المتجددة سيد الوزير في ثاني سيد الوزير يعني مرحلة راهي تمر بها الجزائر. دايرين الانترفاس يعني الكلبانيزاسيون شوف هذا هنايا كيف انا نقدر نعرف Là, on travaille avec 30 000 volts. Là, نشوفوا الداخل على الانتيريور لا ديشارج ماشي الجزء الداخل مي لو فات نحو هاد لاشان لو كورون يولي جوز طفي Voilà, تفضل. هذا هو السلام عليكم. Ça c'est lui-même qui a fabriqué. هي تاعنا بدات ماشين الماتريال تاعنا نخدموا فيها موطور ديزامبليمون
On a des stands on présente nos formations. On a une nouvelle formation Big Data. On a face à la masse de données. Surtout avec nous avons deux intelligents qui a été réalisé par le ministère cette année. D'abord, nous avons la réalisation des prototypes humains monétisés. Et nous avons des ITP, des termes pratiques par Internet. Monsieur Boumadi, c'est responsable de la formation d'éthique à l'échelle nationale pour mon master de cette année actuelle, 2020-2021. Très bien. يعطيكم الصحة. Merci. Il y a des détails concernant Très bien. يعطيكم الصحة. par exemple. Je suis enseignante-chercheur polyvalente. Je travaille sur la mise en valeur du patrimoine géographique par le biais de l'écologie de l'information de la communication et de l'identité. Donc, on في منصة une plateforme qui est dédiée à la mise en valeur du patrimoine, qui est une plateforme de services, et reprend les œuvres de recherche de doctorat et عندنا 5 أرضيات رقمية أرضية تأثير تعليم اللغات المكتبة وأرضية تأثير تربصات الطلبة وكاينة الأرضية تاع إيسونداج استفتاءات على الخط وكاينة الأرضية تاع تسيير لي كونفيرونس اي سيفيرمون سيانتيفيك الأرضية تاع تسيير الفيديو بس C'est un petit peu dans le cadre on s'oriente sur Discret, surtout dans la santé et dans l'industrie. Donc c'est l'économie de la santé sur Discret. La santé, quelques applications sur les plateformes, c'est des applications pour les musées. يعطيكم الصحة.